prostituées, des esclavoirs encore. Les femmes n'avaient pas le droit politique du tout, donc c'était assez restreint, mais quand même, c'était un peu comme dans la République athénienne. Donc tous les citoyens, donc, tous les citoyens masculins qui avaient les droits politiques pouvaient participer dans les élections. Voilà. Bon, voyons un peu quand même l'histoire de ce suffrage historique. Voilà. Démocratie politique, comme je vous ai dit. En Athènes, c'était le tirage au sort. Il y avait une élection majoritaire basée sur l'inégalité des compétences seulement quand il élisait le stratège. Le stratège devait faire preuve de compétence dans les affaires militaires. Voilà. En Sparte, c'était, au lieu du vote, c'était le choix par acclamation. Donc, vous pouvez vous imaginer que ce n'était pas exactement les élections qu'on se représente. Mais j'attire votre attention sur le fait que tout ce que vous voyez sur l'écran serait sur mode. Donc, au lieu de réécrire ce que vous voyez sur l'écran, plutôt prenez note de mes explications. Parce que, vous savez, verba volant scripta manent. Donc, ce qui est dit s'envole. Ce qui est écrit, ça reste. Voilà. Donc, vous aurez quand même cette présentation, d'accord? Voilà. À Rome, il y avait plusieurs assemblées, en fait. Il y avait 3 types d'assemblées populaires, du peuple, assemblée du peuple. Ils élisaient des magistrats différents. Donc, il y avait une sorte de séparation des fonctions dans ces assemblées, mais on vote par centurie. Donc, centurie, c'est une unité de l'armée, voilà, 100 personnes. Ils votaient à l'intérieur de ces centuries, le vote était par main, mais on calculait, il y avait, disons, une centaine de centuries, voilà, le peuple romain, c'était comme ça qu'on posait. Et donc, centurie 32 a voté oui, parce que la majorité dans la centurie a voté oui. Voilà, donc c'était des élections comme ça, dans la République romaine. Donc, vous voyez des pratiques très, très diversifiées de l'élection utilisée. Bon, voyons. Le suffrage. Quand on dit suffrage, on dit en fait quoi? Le droit de vote. Le suffrage, c'est le droit de vote. Hein? Bon, droit de vote. Comme je vous ai dit, dans les gouvernements représentatifs les plus anciens, vous avez mentionné la République à Gênes, la République à Florence, voilà, la République italienne pendant le Moyen-Âge, qui ont survécu comme république. Ces gouvernements étaient basés sur le suffrage réservé à une minorité de nobles, de riches. Voilà. Venise aussi. Voilà. Mais les révolutions modernes, surtout de la fin 18e et surtout 19e, 20e siècle, ont élargi le droit de vote, donc le suffrage. Et cet élargissement du suffrage, c'est ça la démocratisation des gouvernements élus par élection. Donc les élections commencent à devenir des élections démocratiques, donc devenir un moyen de démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire extension du suffrage? Tout d'abord, suppression des sens électoraux. Le sens, census, en latin, sont les limitations des droits civiques, le census. Census, en fait, en latin ancien, voulait dire littéralement la liste des citoyens de la République ayant tous les droits politiques. C'est ça le census. Autant recensement en français, prebrouillame, recensement, sens. Voilà. Ou diminution de la majorité électorale. Qui a la compétence d'élire? À quel âge? Hein? Historiquement, on est passé de 35 ans à 18 et même à 16 ans aujourd'hui dans certains pays de l'Union européenne. Donc vous pouvez imaginer quand même tout ce baissement
de l'âge de vote est le résultat quand même d'un processus historique, mais aussi de batailles politiques, etc., etc. En France, jusqu'à 1974, je pense, l'âge de vote était de 21 ans. Comme dans certains États aux États-Unis, où on ne vous vendra pas une bière si vous ne montrez pas une pièce d'identité qui montre que vous avez au moins 21 ans. Voilà, hein? 21 ans. Ici en Bulgarie et dans les pays de l'Europe, ça veut dire de l'Union européenne, mais j'imagine en Indonésie c'est la même chose, c'est 18 ans. Non, c'est 21. Ah, c'est 21 ans. Ouais. Donc dans certains pays, ça reste toujours 21 ans. Donc vous voyez, il y a... Mais uniquement pour voter, c'est 17 ans en Indonésie. Ah bon? Ouais. Alors, je Vous sais allez pas. nous raconter des pratiques en dehors de l'Europe, ce qui est intéressant aussi de voir. Puis, quand on dit suffrage universel, on parle en fait de l'extension du suffrage féminin. Oui, parce que pendant assez longtemps, la moitié de l'humanité était exclue de la vie politique. Et donc les femmes ont accédé à ce droit de vote au XXe siècle, en fait. Voilà, je vais vous donner ça. Ah, le suffrage, longtemps, était considéré pas comme un droit civique, mais comme une fonction publique. Donc, élire les gouvernants, élire un gouvernement, c'est une fonction publique. Et donc, si vous participez à cette élection, vous devrez donner une preuve que vous avez une certaine compétence, comme on exige des compétences à n'importe quel fonctionnaire dans la fonction publique. Znači, trajte tu služba državna, долго време се смята да изпълни. Donc il fallait avoir quand même plusieurs batailles politiques pour arriver à la compréhension, à l'idée que participer aux élections, c'est un droit civique fondamental. Voilà. Autre chose, tout à fait autre chose. Voyons un peu, regardez un peu ceci aussi. Le droit de vote, le suffrage était longtemps limité par des limites dites du census, des censitaires, le droit censitaire. Dans la Rome antique, la République de Rome, les censores, les censeurs, aujourd'hui quand on dit censeur, censeur, on comprend tout à fait autre chose. Là, c'était des magistrats qui étaient responsables du recensement des citoyens romains et de leurs biens. Voilà, ils faisaient la liste des citoyens romains, avec leurs droits politiques aussi. Donc, liste des citoyens, recrutement de l'armée, délimitation des droits politiques, organisation des scrutins et calcul des impôts. C'était ça l'essentiel. Mais, la question du droit censitaire est qui a les droits politiques? Donc, comment, dans l'histoire, le droit de vote était limité? Limité, tout d'abord, par le revenu et la propriété. Vous n'aviez pas le droit de vote si vous n'aviez pas, par exemple, une propriété privée d'une certaine valeur ou des revenus d'une certaine valeur. Voilà. Ou bien, si vous n'aviez pas un domicile fixe, vous n'aviez pas des droits de vote. En Bulgarie aussi, entre autres, pendant assez longtemps. L'alphabétisme. Si vous étiez un alphabet, vous n'aviez pas le droit de vote. L'état civil aussi. Quand en Bulgarie a été introduit pour la première fois le droit de vote partiel pour les femmes en 1937, qui était effectif pour les élections de 1938, voilà. Seulement les femmes mariées, divorcées ou veuves avaient le droit de voter. Les autres, non.
on voyait cette immunité uniquement aux femmes qui avaient eu une relation avec un homme officiel, dans un mariage. Puis le statut, certains fonctionnaires, par exemple militaires ou prêtres, pendant des époques diverses, n'avaient pas le droit de vote aussi, parce qu'on les considérait comme neutres, donc politiquement neutres, donc ils n'avaient pas ce droit de vote comme citoyens. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est partout où on applique des élections, ce genre de limitation censitaire n'existe plus, en fait. Voilà. Et c'est le long résultat de la démocratisation du suffrage. Voyons l'extension du suffrage. Tout d'abord, l'extension du suffrage universel masculin. Voilà. Extension progressive, pas d'un seul coup. En Grande-Bretagne, par exemple, il y a, vous avez ces années-là où de moins en moins il y a des limitations, des exigences censitaires pour les hommes qui avaient le droit de voter. La Révolution française, c'est vraiment un changement très radical en Europe et dans le monde. Il y a une suppression des sens électoraux et surtout à l'époque de ce qu'on appelle la terreur ou le gouvernement des Jacobins. Il y a eu une constitution de la République française à cette époque-là qui pour la première fois dans l'histoire du monde a institué un suffrage universel pour les hommes et pour les femmes, sauf que cette constitution n'a jamais entré en vigueur. Donc c'était plutôt déclaré sans jamais entrer en vigueur. Voilà. Qu'encore, le printemps des peuples, 1848, ça vous dit quelque chose? La révolution un peu partout. En France, la révolution de février, et partout dans les pays de l'Europe, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, il y a eu des mouvements révolutionnaires qui réclamaient des constitutions libérales, et donc l'extension du suffrage. Et c'est depuis cette époque-là que dans les pays de l'Europe, petit à petit, où il y avait déjà une sorte de genre de gouvernement représentatif, commence à s'épanouir, se développer et s'adopter le suffrage universel masculin pour tous les hommes. Voilà. Ce qu'on appelle l'émancipation des Juifs. Dans les pays de culture chrétienne catholique, traditionnellement, les minorités juives n'avaient pas de droit politique. Ce qui permettait aux rois médiévaux, par exemple, même de l'époque moderne, de pouvoir, par exemple, emprunter de l'argent chez les Juifs, parce que sinon ils devraient emprunter chez des banquiers, mais les banquiers non juifs, donc ils devenaient dépendants de ces banquiers, ou des aristocrates, ou de l'Église, ils ne voulaient pas être dépendants, alors que emprunter aux Juifs, les Juifs n'avaient pas de droits politiques, donc ils étaient neutres politiquement, on pouvait emprunter librement de l'argent. Voilà. Mais ce qu'on appelle l'émancipation des Juifs, c'est que dans cette époque-là, dans la plupart des pays européens, les minorités juives accèdent à pleine égalité de droits civiques. Voilà. Puis, le suffrage féminin, comme je vous ai dit, proclamé dans une constitution, mais non réalisé après. Les premières expériences, vous voyez, dans un État aux États-Unis, Wyoming, les femmes accèdent au droit de vote. En Nouvelle-Zélande, pour la première fois, les femmes ont le droit de participer aux élections législatives. Voilà. Australie, et puis en Europe, c'est la Finlande. La Finlande, à cette époque-là, était une principauté au sein de l'Empire russe, qui n'était pas démocratique du tout, il n'y avait pas d'élection ni de gouvernement représentatif à cette époque-là,
Mais la Finlande avait une sorte d'autonomie, voilà, au sein de l'Empire. Et donc, cette autonomie permettait aux Finlandais d'avoir des élections internes où les femmes pouvaient participer. Après la Première Guerre mondiale, comme conséquence, si vous voulez, de la Première Guerre mondiale, où les femmes déjà avaient pris une part essentielle dans une première guerre dans le monde, où il y avait une mobilisation de masse, y compris beaucoup de femmes qui participaient, comme des infirmières surtout, mais aussi dans les armées. Et donc, aussi dans des pays où, dans la famille, le chef de famille, un homme, a péri dans la guerre, et donc c'est sa femme qui est devenue chef de famille. Donc tout ceci a un peu, quand même, aidé l'extension du suffrage féminin dans certains pays. Après les années 1930, avec l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, qui représentait leur arrivée au pouvoir comme une sorte de révolution nationale, etc., dans d'autres pays où il y avait des gouvernements autoritaires qui étaient très attentifs et très intéressés par ce qui se passait en Allemagne, comme la Bulgarie, la Turquie, entre autres, l'octroi du suffrage aux femmes était vu comme une sorte de modernisation autoritaire. Voilà. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu déjà un principe universel. Donc, un peu partout dans le monde, petit à petit, s'instaure le suffrage féminin. D'accord? Un peu historique. Encore. Ah voilà. Voilà, ce tableau-là vous démontre un peu les époques où, dans les pays différents, s'impose le suffrage féminin. Voilà. Vous voyez, la Russie soviétique, une des premières en Europe, sauf que, peu après, pas de pluralisme politique. Donc, il y a des élections, les femmes peuvent voter, sauf que, voter pour qui? La seule liste. Pas d'élection vraiment démocratique. Les cancres en Europe, les derniers à introduire le suffrage féminin, attention, c'est la Suisse. La Suisse toujours donnée comme un bon exemple de démocratie, disons, directe, référendaire, etc. 1971, les femmes suisses accèdent au pouvoir, au suffrage. Et au Portugal, après la chute de la dictature en 1974, la révolution dite de œillet, vous savez ce que c'est un œillet? Que un fil. La révolution que un fil. La révolution des œillets introduit le suffrage féminin. En ce qui concerne la majorité électorale, voilà. Tout d'abord, il faut quand même distinguer ce qu'on appelle le droit de vote actif et passif. Le droit de vote actif, c'est le droit d'élire les représentants. Le droit d'être élu, c'est le droit de vote, le suffrage passif. Voilà. Et donc, il y a une différence. Dans certains pays, vous avez le droit d'élire vos représentants au Parlement à 18 ans, mais pour se présenter au Parlement, il faut avoir, par exemple, 22, 24 ans, etc. Il y a cette différence. Il y a plusieurs étapes. Au XIXe siècle, disons que de 25 à 30 ans dans la plupart des constitutions. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le plus souvent, l'âge de vote est à 21 ans. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une baisse de l'âge de vote en Europe, et surtout après 1968. Quand vous entendez cette date-là, cette année-là, 1968, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Oui, Quelle année? c'est compréhensible. Hein? Quelle année? 1968. Non. Non, ça ne vous dit rien. Mais oui, vous êtes une génération tout à fait différente. C'est très, très, très ancien. Imaginez,
c'est une année qui est devenue en quelque sorte le symbole de la révolte d'une génération jeune à l'époque, qui avait 20 ans, autour de 20 ans. Oui. C'est la génération de ce qu'on appelle baby boom, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Baby boom, c'est-à-dire une génération qui était beaucoup plus nombreuse que les générations précédentes. Voilà. Ou baby boomers, on dit. Voilà. Baby boom. Donc c'est cette génération-là qui s'est révoltée dans plusieurs pays, pas seulement en Europe, dans le monde, pour réclamer des droits, pour réclamer un changement, pour s'opposer à des sociétés trop conservatrices, etc., etc., etc. Hein? Pour même faire introduire dans le débat politique des sujets qui étaient, disons, vus traditionnellement comme des sujets, disons, intimes, qu'on ne discute pas ouvertement ou publiquement, comme par exemple tout ce qui est la sexualité. Voilà. Droit d'avortement, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est cette génération de 1968. Et donc, mais on va voir peut-être avec vous un documentaire français, voilà, qui était fait il y a 10 ans, voilà, peut-être, voilà, un peu plus que 10 ans. C'était vraiment l'anniversaire de 1968 et qui était fait par une jeune cinéaste, réalisatrice française, voilà, avec des, disons, on peut dire survivants, des participants directs dans ces mouvements, mais de plusieurs pays. Donc en France, aux États-Unis, en Allemagne, où ça encore, en Algérie, voilà, donc un peu partout, voilà, elle a trouvé des figures qui étaient les figures de ces mouvements-là. C'est un film très intéressant, on va le voir. Et donc vous voyez, depuis l'an 2000, dans certains pays, il y a même une baisse du droit de vote à 16 ans. Voilà. Bon. Voilà un peu ce tableau-là qui vous donne un peu l'âge de vote. Vous voyez déjà 1980, partout dans ces pays-là, on est passé de 25 ou 21 ans à 18 ans. Voilà. Quel genre de restriction au droit de vote? Je vous ai dit quand même, ça existe toujours. Certains existent aussi aujourd'hui. Ce qu'on appelle indignité. Citoyen frappé par certaines condamnations judiciaires. Ou incapacité, c'est un concept plus flou. Voilà. Par exemple, analphabétisme. Imaginez l'Inde. À l'Inde, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'analphabètes. Mais l'introduction du vote par machine a permis aux analphabètes de bien pouvoir identifier leur parti choisi par une image. Hein, ou bien par la photo du candidat, ou bien par l'emblème du parti, hein, sans savoir lire exactement le nom du parti, etc. Ce qui a permis à ces gens-là aussi d'exercer leur droit de vote par ces machines, voilà, qu'on utilise en Inde. Où il y a évidemment aussi des discriminations cachées par des motifs raciaux, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, officiellement, avec l'abandon de l'esclavage, tous les Noirs aux États-Unis ont obtenu tous les droits civiques, donc droit de vote. Sauf que pas dans tous les États, parce qu'il y avait dans la législation des dispositions qui cachaient ce genre de discrimination, qui avaient des exigences auxquelles ces Noirs-là aux États-Unis ne pouvaient pas répondre. Voilà, c'était caché un peu. Voilà. Et même si... avec des tests de littération, comme Jim Crow. Oui, voilà, ouais. Mais pour dire aussi, 1968, il y a eu un assassinat politique aux États-Unis très important. A été assassiné dans la rue par un raciste, le chef de file du mouvement antiraciste et d'émancipation des Noirs, Martin Luther King.
Vous avez entendu parler de Martin Luther King? Voilà, c'était en 68. Donc en 68, il y avait encore aux États-Unis des mouvements qui réclamaient les droits civiques pour les, on dit aujourd'hui afro-américains, mais ça c'est politiquement correct. Disons que dans beaucoup de langues, comme en bulgare ou dans d'autres langues, si vous dites les Noirs aux États-Unis, c'est pas lié à une sorte d'histoire de discrimination. Par exemple, la Bulgarie n'a jamais été une puissance coloniale, donc on n'a pas eu ce genre de problème, ce genre de racisme. Je dis. En Bulgarie, il y a du racisme, c'est plutôt vis-à-vis des Roms, des Tziganes, pas vis-à-vis des Africains. Voilà. Bon, certaines maladies mentales, par exemple, qui est capable ou pas capable? Quel genre d'incapacité ou incapacité? C'est très flou, hein? Il faut faire beaucoup attention quand on déclare quelqu'un incapable d'exercer ses droits politiques. Hein? Parce que derrière peut se cacher aussi quelque chose tout à fait différent. Ou le vote des étrangers. Hein? Maintenant, dans l'Union européenne, aux élections locales, les étrangers qui habitent constamment dans le pays ont le droit à voter aux élections locales. Pas aux élections nationales. Mais aux élections européennes, vous pouvez voter pour un candidat qui est étranger, qui n'a pas la nationalité de votre nationalité. Voilà, ça c'est aussi cette possibilité en Europe. Mais ça c'est plutôt... Voilà. Tout ceci nous montre un peu la croissance de ce qu'on appelle l'électorat comme pourcentage de la population adulte. Vous voyez? Hein? Non, de la population totale. Pardon. Vous voyez, fin 19e siècle, dans des pays comme le Royaume-Uni, mais la Belgique, la Suède, l'Italie, vous avez très peu de gens qui avaient le droit de vote à cause de ces limitations censitaires. Vous voyez, 2% en Belgique. Et même en France, 27% quand même. Voilà. Mais en Bulgarie, où la constitution de Terre Nouveau n'établit pas de limitation censitaire, voilà, l'électorat ne représentait que 20% de la population totale. Et on arrive, après la Deuxième Guerre mondiale, à presque 2 tiers de la population, ce qui est quand même le résultat d'un processus politique très intense, de bataille politique aussi, de confrontation politique, de révolution, de tout ce que vous voulez, de réforme, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, un peu l'expérience bulgare, parce qu'on est en Bulgarie. Hein. En venant de l'Indonésie ou de la France, donc ça vaut la peine un peu de voir un peu ce qu'on a vécu ici, dans ce pays, depuis l'indépendance à la fin du 19e siècle. Voilà. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler apprentissage démocratique. Donc imaginez, suffrage universel masculin, âge de vote fixé à 21 ans. Les premières élections, mais quand même, il y a des sens cachés. Par exemple, analphabétisme et surtout la minorité turque et rome. La loi disait seulement les bulletins que, à cette époque-là, ce n'était pas des bulletins imprimés qu'on vous donne dans la section de vote, dans le bureau de vote. Non, c'est des bulletins que vous préparez, et c'était écrit dans la loi. Sur un bout de papier, le lecteur écrit par sa main le nom de son choix. Voilà, c'est des élections uninominales, ça veut dire majoritaire. Bon, sauf que, imaginez les premières élections où presque 30%, plus que 30% de la population en Bulgarie était une population turcophone, qui n'a jamais appris le bulgare. Jamais appris, parce que c'est tout le début de la Bulgarie indépendante. Donc il écrivait quoi? En turc, mais turc ottoman, ça veut dire le turc avec les lettres arabes. Il y a dans les archives des bulletins qui étaient annulés, parce que c'était écrit comme ça, pas en bulgare. Sauf que il avait écrit un nom clairement
On pouvait dire, non, non, le choix est absolument visible, clair. Voilà. L'électeur a choisi le candidat et il a écrit son nom, sauf que ce n'était pas le candidat. Et donc, évidemment que c'était une sorte de census caché. Pas dans toutes les régions de la Bulgarie, on annulait ce genre de bulletin de vote. Non. Il y avait des arrangements quand même, parce que, bon, d'accord, c'était un nouvel État tout nouveau, quoi. Voilà. Une nouvelle expérimentation, on peut dire. Voilà. Bon, puis, il y a une nouvelle loi électorale, 1897, vous voyez, fin 19e siècle, qui introduit quoi? Accès, facilité aux urnes. Ça veut dire quoi? Jusqu'à cette époque-là, les bureaux de vote étaient uniquement dans les chefs-lieux de département, ou col. Et donc, imaginez un paysan qui habite à quelques 80 km du chef-lieu, en été, où il quand même a tout le temps à travailler sa terre, s'organiser pour aller voter, mais non. Il ne le fait pas, tout simplement. Cette loi, tout d'un coup, change de ceci. Et après, ce qui est intéressant aussi, les commissions électorales, ou les bureaux de vote, deviennent plus neutres. Parce que, jusqu'à cette époque-là, cette loi-là, il était formé par les électeurs les premiers venus sur la place du vote. Donc imaginez les groupes partisans des partis politiques qui, à la veille, quand même, se barricadaient autour du lieu de vote, par exemple l'école, voilà, et donc ne donnaient pas l'accès aux autres. Hein. Voilà. Il n'y avait pas d'électricité, donc à la fin de la jour du vote, on éteignait les bougies, et donc tout d'un coup, les urnes étaient remplies par les bulletins déjà préparés par cette, disons, commission qui devrait veiller quand même au bon déroulement du vote. Non, après cette loi, président du bureau de vote est un juge, et les membres du bureau de vote, ce sont bien des juges, des magistrats ou des instituteurs. Des instituteurs, voilà, une œuvre. Puis, après la Première Guerre mondiale, un gouvernement agrarien en Bulgarie introduit le vote obligatoire pour pousser un peu évidemment, les paysans à voter pour l'Union agrarienne. Ce vote obligatoire a survécu assez longtemps, officiellement, jusqu'aux années 1930, même si à la fin, il n'y avait plus d'amende à payer si vous ne votez pas. Ouais. Puis, l'introduction du suffrage féminin partiel, comme je vous ai dit, mariée, divorcée, veuve. Vous allez voir un peu l'effet sur le taux de participation électorale. Et enfin, aux dernières élections pluralistes, 1945-46, il y avait 2 élections. Voilà. Il était pluraliste. Suffrage universel pour les hommes et pour les femmes, et baisse de l'âge de vote à 18 ans. Voilà. Mais, disons, sans beaucoup de conséquences politiques dans un régime communiste de type soviétique où déjà là, le pluralisme disparaît, même si ces dispositions restent. Donc le suffrage universel à 18 ans. Et en 1991, la nouvelle Constitution démocratique confirme encore une fois le suffrage universel. Voici la participation électorale pendant cette période en Bulgarie, depuis l'indépendance jusqu'à le début du communisme de type soviétique. Vous voyez, généralement, le taux de participation augmente. Ça veut dire qu'on apprend à quoi ça sert les élections.
petit à petit, oui. Pas d'un seul coup. Vous voyez, les premières élections, un peu plus de 30% des électeurs inscrits votent. Hein. Mais après, on arrive à presque 90%. Et ce n'était pas encore le communisme, c'était encore un système pluraliste aux dernières élections de 1946. Vous voyez, petit à petit, on apprend. Ce sont les années avec des changements essentiels de la loi électorale. Vous voyez ici l'introduction, quand même, la facilitation de l'accès aux urnes. Tout d'un coup, le taux de participation monte de quelques 20 points, 20%. Tout d'un coup, avec ce changement. Puis, l'introduction du vote obligatoire, on arrive à plus de 85%, sauf que le suffrage féminin partiel fait baisser les élections. Tout de suite suivi par des élections qui étaient des élections dans l'hiver de 1939-40, un hiver très dur, entre autres. Beaucoup de neige, etc., etc. En plus des élections où les partis politiques étaient déjà interdits après le coup d'État militaire de 1934, donc pas vraiment d'élections démocratiques du tout, avec des conditions difficiles, et donc tout d'un coup, vous voyez quand même une baisse de la participation électorale. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'attente de changements positifs, c'était l'attente, même si ça ne s'était pas réalisé, il y a, et avec le changement de la législation, tout d'un coup, le taux de participation monte. Ce qui est exactement le contraire après 1989. Donc, quelle est notre expérience démocratique en Bulgarie après le début du régime démocratique actuel? Voilà. Vous voyez, plusieurs élections. On a eu l'expérience de plusieurs élections constituantes, on dit, ou 1990. Puis législatives. En rouge, ce sont les années où les élections législatives sont anticipées. Oui, élections anticipées. Élections anticipées, was предсрочни избори, élections anticipées. Voilà. Vous voyez, beaucoup d'élections anticipées. Et surtout, après 2021, vous voyez, 3 élections 1921, après 22, 23, 24, donc ça fait quand même beaucoup d'élections. Élections présidentielles, pas l'élection présidentielle anticipée, mais tous les 5 ans, il y a des élections présidentielles, pas mal déjà. Élections municipales pour les maires des municipalités et les conseils des municipalités. Voilà. Encore plusieurs élections, vous voyez. Et enfin, élections européennes pour élire les députés au Parlement européen. Si vous faites le décompte de toutes ces élections, on peut dire, mais quand même, pendant combien 30 ans, déjà un peu plus que de 30 ans de développement démocratique, on a eu beaucoup d'expériences électorales. On a accumulé beaucoup d'expériences électorales. Sauf que ceci n'a pas produit nécessairement une organisation qui est plus ouverte, plus juste et plus, comment dire, acceptable par les citoyens. Ça, c'est autre chose. Mais, de toute façon, voilà. En ce qui concerne la participation aux élections législatives, ça, c'est le grand étonnement dans toute l'Europe centrale et orientale post-communiste de voir que presque partout, en Bulgarie, on le voit très bien, le pourcentage des électeurs qui votent, qui se donnent la peine d'aller voter. Voilà. Vous voyez, de quelques 80%,
d'accord, c'était vraiment les élections constituantes, il y avait, voilà, toute la société était très mobilisée, mais quand même, plus que 70%, voilà, les deux premières élections, mais après, ça baisse petit à petit à 50%, et maintenant, on est même au-dessous de 40% des électeurs. Comment expliquer ça? C'est une grande question de la science politique et de la sociologie politique. Comment expliquer ceci? Une nouvelle démocratie qui perd en quelque sorte l'enthousiasme des élections, qui perd la croyance. Et surtout les dernières élections, vous voyez, quand même plusieurs élections, 2 en 2024, 3 en 2021, donc plusieurs élections qui sont des élections parce que le Parlement élu n'arrive pas à élire un gouvernement, ça veut dire à former une majorité gouvernementale. Hop, nouvelles élections anticipées 4 mois plus tard, ou quelque chose comme ça. Et donc ceci, c'est à plusieurs reprises un peu manifesté. Donc on peut s'imaginer que beaucoup de citoyens se disent, mais ces élections ne servent presque à rien. Voilà, ils ne donnent pas de résultats, des élections sans résultat. Une bonne question donc à réfléchir. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voter? Est-ce que vous avez pour avoir une idée, je sais très bien que peut-être vous faites partie de ces, disons, 60% des citoyens avec le droit de vote qui ne sont pas allés voter. Et peut-être que si je vous demande pourquoi, vous allez me donner pas d'argument. C'est ça, voilà. J'ai beaucoup travaillé sur les élections, donc je peux vous dire que j'ai accumulé aussi une expérience de chercheur dans ce domaine-là et je connais un peu la situation. Voilà. Bon, voyons un peu encore. L'Europe. Cette fois, je disais l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Là, j'ai fait mes calculs sur toutes les élections législatives dans tous les pays de l'Europe. Mais je séparais entre l'Europe de l'Est, enfin les États, et l'Europe de l'Ouest, les vieilles démocraties. Vous voyez, même en Europe de l'Est, il y a une baisse de la participation électorale. Ça, c'est la moyenne. Mais pas beaucoup, quand même. Quelques 99, 14, 15. Vous voyez, dans l'Europe de l'Est, c'est beaucoup plus. C'est presque 20% de moins. Donc il y a quelque chose qui est intéressant à discuter. Pourquoi dans ces pays entreprises, il y a un tel désenchantement des élections démocratiques? Est-ce que c'est un désenchantement de la démocratie parlementaire? Bonne question. Parlons un peu du système électoral. Comment les votes se transforment en sièges? C'est ça le système électoral. La formule par laquelle on nombre de sièges. Le nombre de votes, le nombre de sièges. Voilà. Écoutez, ça c'est un tableau très général. On peut tout d'abord parler de circonscription électorale. Circonscription électorale. Ou découpage. Donc, on distingue circonscription uninominale, et des circonscriptions plurinominales où il y a plurinominal pouvoir dans la circonscription. Le décompte de voix. Donc, on distingue les inscrits sur les listes électorales, les votants qui sont allés voter, et les exprimés, ça veut dire ceux dont le bulletin, le vote, était valable, sans ce qu'on appelle l'abstention, blanc et nul. Donc on annule certains
bulletins pour des raisons diverses et bien décrits dans les lois, etc., etc. Esprit le temps exprimé. Les systèmes électoraux, on peut distinguer, disons, 4 grands types avec des modifications diverses. Le système électoral majoritaire simple à un tour. First past the post, en anglais, comme au Royaume-Uni. Les candidats qui a obtenu le plus de voix sans demander une majorité absolue. C'est la plus non. Le plus de voix est représentant de cette circonscription. C'est simple, facile à comprendre, sauf que le résultat est souvent une représentation politique qui ne correspond pas nécessairement à la diversité des groupes politiques dans la société. Voilà. Puis, majoritaire à 2 tours, comme c'est en France, là, dans la circonscription électorale, est exigée une majorité absolue, 50% plus 1. S'il n'est pas atteint au premier tour, on organise un second tour. C'est la façon d'élire en Bulgarie le président de la République et les maires des municipalités. Voilà. La représentation proportionnelle sur des listes des partis, là, la répartition des sièges est en fonction du pourcentage des voix obtenues par la liste de tel ou tel parti. C'est le cas en Bulgarie. Et enfin, il y a des systèmes mixtes ou complexes. Système mixte où une partie est élue par représentation proportionnelle, une autre partie est élue par vote majoritaire, ou complexe comme par exemple certains systèmes électoraux de représentation proportionnelle comme l'Allemagne. Voilà. Voilà en Europe. Vous pouvez facilement voir que la plupart des pays européens utilisent la représentation proportionnelle. Dans certains cas, comme en Italie par exemple, ce pays-là, Lituanie, l'Ukraine, la Russie aussi, c'est un système dit parallèle. Donc une partie sur les listes partisanes, une partie dans des circonscriptions unies nominales majoritaires. Majoritaire et proportionnel sont mélangés. Voilà. Et puis, en Irlande, c'est un système très particulier, mais représentation proportionnelle quand même, qu'on appelle, oh là là, ça va m'arriver, là, vous pouvez voir. Single transferable vote. Et en Allemagne, en Hongrie, il y a ce système avec compensation. Ça veut dire que c'est proportionnel, mais il y a une compensation pour rédiger un peu au coin. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'idée en Europe. Et vous voyez notre région ici, voilà l'Europe centrale et orientale, la plupart des pays ont choisi quand même la représentation proportionnelle. Voilà. Le système électoral en Bulgarie, et là, je pense que je finis. C'est un système parlementaire. Oui, parlementaire, mais le système électoral. Comment est-ce qu'on élit les députés? C'est en choisissant des membres du Parlement. Oui, les membres du Parlement, on les élit par un système dit proportionnel, représentation proportionnelle. Il y a un seuil électoral de 4%, seulement les listes électorales qui ont obtenu au moins 4% des voix, mais des voix de quelles voix?
exprimer de participer à la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Des électeurs dans la circonscription qui ont utilisé ce vote préférentiel. Ça veut dire que vous pouvez choisir dans cette liste électorale un candidat et marquer un chiffre qui correspond au nom d'un des candidats sur cette liste-là. Et s'il y a suffisamment, au moins 7% d'électeurs, ce candidat peut être déplacé en avant dans la liste électorale. Et après, bon, la répartition des sièges étant 31 circonscriptions qui correspondent majoritairement, qui correspondent en gros avec les oblasts, les régions voilà, administratives, 28 régions, plus la ville de Plovdiv, plus 3 circonscriptions de la grande ville. Répartition des sièges par une ville de plus grande reste, je ne vais pas vous expliquer comment ça se calcule, mais peu importe, une formule de calcul. Par répartir les conditions, il y a des candidats indépendants qui sont possibles. Aucun candidat indépendant est élu par ce système jusqu'à maintenant. Voilà, on peut le dire. Il y a un grand débat dans la société bulgare pour l'introduction du système majoritaire à 2 tours, mais avec évidemment les risques de la perte de proportionnalité, ça veut dire de la représentation politique de tous les secteurs idéologiques, politiques de la société bulgare. Voilà. Voilà les circonscriptions électorales en Bulgarie. La ville de Sofia, qui est là, c'est quoi Ces chiffres-là que vous voyez, c'est le nombre de députés élus dans la circonscription. Et donc vous voyez les grandes disparités. On est ici au sud de la ville de Sofia. C'est la circonscription en bulgare, Mir, ça veut dire gouvernementable, избирательный район, circonscription plurinominale. Donc, 19, c'est le plus grand. Mais il y a des circonscriptions comme Vidin, 4 députés, Montana, 4 seulement, Pernik, Kiskunjo, 4 députés, Gavrilovic, 4, Yampol, 4, Smolen, 4. Donc, les grandes disparités. Le nombre dépend du nombre d'électeurs, de la population totale. Voilà. Si vous ne vous sentez pas bien, voilà. Donc, pour les élections présidentielles et municipales, les élections présidentielles sont il peut être élu au premier tour avec 50% plus 1 des voix, sauf qu'il faut avoir aussi 50% plus 1 de participation électorale à l'élection. Voilà. 2 tours. Les 2 premiers candidats se présentent au second tour s'ils n'arrivent pas à atteindre ces 50%, à être élu au premier tour. En France, tout candidat ayant reçu au moins 12,5% du huitième des voix peut se présenter. Là, en France, s'est développée une culture de restitution en faveur de tel ou tel candidat, donc entre les candidats et les partis politiques qui les représentent, il y a une négociation, donc tel ou tel soutien, etc. Donc c'est devenu en quelque sorte, ça fait partie de la culture politique en France, ce genre d'arrangement.
Élection municipale pour le maire de la municipalité majoritaire à deux tours, pour le conseil municipal, représentant proportionnel mais sans seuil électoral. Voilà. Quelques sources. Il y a une source francophone essentielle. C'est ce livre-là, sous la direction de Yves Deloire, qui est professeur de sciences politiques à l'IRC de Bordeaux, Sciences Po à Bordeaux, et Nona Mayer, qui était à Sciences politiques à Paris. Analyse électorale, c'est vraiment un gros volume avec donc, plusieurs sujets développés par des chercheurs en élection. Et puis, Elections in Europe, a Data Handbook, qui est ce bouquin-là, il est accessible dans notre bibliothèque ici, voilà, où il y a, c'est comme une encyclopédie, hein. Sur tous les pays de l'Europe, il y a quand même des textes encyclopédiques. Puis, ce qui est intéressant de voir un peu, c'est ces ressources-là, International Idea, ok, on peut le lire ainsi à l'anglais, mais en fait c'est International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Donc, l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale. Il y a beaucoup de publications accessibles en ligne, et vous pouvez voir vraiment beaucoup de textes intéressants, y compris aussi des textes qui vous présentent tous les systèmes électoraux dans le monde, en détail, etc. Puis le site de Interparliamentary Union interparlementaire, avec pas mal aussi de quoi. Quota Database, c'est un site qui est destiné au droit politique, à l'égalité homme-femme dans les élections, etc. Bon, chers amis, j'ai fini. J'espère que je ne vous ai pas beaucoup fatigué. Un tout petit peu quand même, non? Oui. Ça va. Ça va? C'est pas trop. Question, est-ce que vous avez tout compris? Hein? Ça va? On espère. J'espère. Bon, est-ce que vous avez appris?